Ishraf Tati, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Je suis content de te recevoir parce que j'ai deux passions, c'est la finance et l'énergie. Et j'aime beaucoup, avec des gens comme toi, pouvoir discuter de la finance et de Bitcoin, du coup, puisqu'ils regroupent les deux, et de façon très profonde, parce que tu es un vrai professionnel des marchés. Donc c'est un plaisir pour moi de ce genre d'échange. Le plaisir est partagé. Alors, pour reposer un peu les bases, parce qu'on avait déjà fait une vidéo à l'occasion de Surfing Bitcoin l'année dernière, et tout le monde l'a pas vu, puisque maintenant on a plus d'audience. Qu'est-ce que c'est que Tobam, puisque tu es... alors, que fais-tu et qu'est-ce que c'est que Tobam? Alors Tobam, c'est une boîte que j'ai fondée en 2005, qui tourne autour d'un seul concept, la diversification. Quand j'ai quitté mon dernier job institutionnel, suite à une fusion, je me suis penché sur un problème qui est que dans le monde de la gestion d'actifs, tout le monde parle de diversification, mais que très bizarrement, la diversification n'est pas bien définie. On mesure tout en finance, on mesure la volatilité, le tracking error, l'alpha, le bêta, le gamma, le theta, le véga, l'euro, mais il n'y a pas de mesure de la diversification. Et je me suis dit, vu que tout le monde reconnaît l'utilité de la diversification, ce serait bien de pouvoir la mesurer. Et après pas mal de recherches, j'ai découvert la mesure de la diversification, que j'ai réussi à breveter, qui maintenant est enseignée dans le CFA. Et Tobam, elle n'a qu'un seul objectif, c'est fabriquer le portefeuille qui maximise la diversification dans un univers d'investissement donné. Ça, c'est très intéressant en fait, parce qu'on touche vraiment... d'ailleurs, je regardais en préparant l'interview, l'interview que tu avais fait avec Harry Markowitz. Et c'est un plaisir parce que Harry Markowitz, c'est la théorie moderne du portefeuille. Et c'est lui qui a posé les grandes bases des 50 dernières années en gestion de portefeuille, en fait. Et toi, quelque part, tu t'inscris dans cette ligne, voilà, de développement intellectuel de ce qu'est un portefeuille. Donc on va y revenir, mais pour accrocher les gens un peu au début, comment quelqu'un comme toi, qui pourrait être vu comme un financier de haute volée, parce que tu gères quand même 10 milliards, je crois, voilà, on arrive à Bitcoin, qui est presque un gros mot, en fait, pour beaucoup de financiers et pour beaucoup d'institutionnels. Alors, comment on arrive à Bitcoin? Dans la réalité historique, c'est que dans la boîte, dans Tobam, on est 54, mais il y a 24 matheux. Et il y a un certain nombre de ces matheux qui, en 2013, s'intéressent à un nouvel objet mathématique qui s'appelait le Bitcoin. À l'époque, c'était vraiment un gadget. La capille boursière du Bitcoin, je ne sais pas combien c'était, mais le cours, je me rappelle, il y a eu un cours à 134. C'était à peu près le premier cours dont je me rappelle du Bitcoin. 134 € le Bitcoin? Voilà. Ou dollars. Ou dollars peut-être. Ouais, bon. Et c'était vraiment un gadget. Et pour bien comprendre comment ça marchait, il y en a qui en ont un tout petit peu acheté. Et c'était vraiment un objet mathématique pour nous. Okay. Ensuite, on s'y est intéressé de plus en plus, et il y a deux aspects du Bitcoin qui m'ont spécialement intéressé, moi. Le premier, c'est qu'il n'a aucune raison de se corréler de manière significative à quoi que ce soit. Ça, c'est quand on est Tobam et qu'on ne s'intéresse qu'à la diversification, c'est vraiment un peu la caricature de l'actif diversifiant. Le deuxième, c'est la simplicité de la proposition. C'est un objet extrêmement simple, le Bitcoin. Moi, je suis un grand disciple de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, c'est un peu celui qui a inventé la science moderne. Celui qui a dit il faut toujours chercher des explications simples, il faut toujours simplifier le problème, il ne faut pas trouver une seule explication à tout, il faut vraiment simplifier les problèmes et chercher à résoudre les problèmes un par un de manière extrêmement pure. Et le Bitcoin, c'est une approche de la monnaie qui est à la fois extrêmement simple et complètement nouvelle. Moi, je me rappelle que je donnais des cours de finance il y a très longtemps et je disais la monnaie idéale, c'est la Joconde. Il faudrait prendre la Joconde et la découper en petits carrés d'1 centimètre ou d'1 millimètre carré. Et ça, pour moi, c'était la monnaie idéale. Et puis, quand j'ai découvert que Bitcoin, c'était à peu près ça, c'était 21 millions de petits morceaux, et qu'il n'y en aurait jamais plus, je me suis dit, ça, c'est l'outil de stockage de la valeur par excellence.
Alors justement, ça fait penser, il y a Milton Friedman qui avait dit plein de trucs intéressants parce que c'est quand même Milton Friedman, mais dans les années 70, il me semble, il avait dit qu'il faudrait remplacer les banquiers centraux par un ordinateur qui se contenterait d'imprimer 3% de la masse monétaire en plus chaque année et basta. Et voilà, on aurait résolu le problème des banques centrales. Et du coup, Charles Gave commence à dire le premier qui a pensé à Bitcoin, c'est Milton Friedman, parce que c'est à peu près ce que fait Bitcoin. Mais ce qui est marrant, là où je voulais t'emmener, c'est que Friedman, lui, il voyait plus 3% de création monétaire par an, parce qu'il était dans les années 70, donc il pensait à une croissance structurelle, et il dit, il faudrait que ça suive. Et Bitcoin, qui est l'enfant des années crise 2008, et lui il dit non, faut pas de création monétaire, ou au début pour l'incentive, mais globalement il n'en faut pas. Il faut quelque chose qui soit neutre et avec un stock constant. Mais est-ce que quelque part on n'arbitre pas une monnaie inflationniste, neutre ou déflationniste en fonction de la période économique qu'on vit ? Quelle pertinence ça peut avoir d'avoir une masse monétaire constante si jamais on repart dans un cycle d'hypercroissance ou pire dans un cycle hyper-déflationniste ? Est-ce qu'on serait toujours adapté à notre environnement ? D'abord, tu sais, on ne peut pas vraiment parler d'inflation de manière absolue. Ça n'existe pas de manière absolue, l'inflation. Inflation de masse monétaire. Voilà. Mais de quelle masse monétaire tu parles ? Voilà. Donc, si on mesure effectivement l'inflation en dollars, en euros ou en bitcoin, on arrive à un résultat qui est complètement différent. Donc, on ne peut pas parler du bitcoin et mettre en regard du bitcoin une inflation de l'euro. Le bitcoin, c'est quoi la monnaie ? On va revenir un peu à des fondamentaux. La première définition connue, je crois, de la monnaie, c'est Aristote, qui dit que la monnaie, c'est un objet qui a 3 propriétés. La première propriété, ça permet de stocker de la valeur. La deuxième propriété, c'est que ça permet l'échange. La troisième propriété, c'est que ça permet de faire de la comptabilité. En fait, si on y réfléchit un peu plus, en langage de brevet, en langage de brevet, il y a ce qu'on appelle les propriétés indépendantes. En fait, il n'y a pas de propriété indépendante dans ces trois propriétés-là. La seule propriété qui est fondamentale, c'est de stocker de la valeur. C'est parce qu'on permet de stocker de la valeur dans la monnaie qu'elle peut devenir un média d'échange ou qu'elle peut servir à faire de la comptabilité. Donc la raison d'être fondamentale de la monnaie, c'est de stocker du travail. Moi, j'ai vécu dans un pays hyperinflationniste. Dans un pays hyperinflationniste... Et là, tu parles du Liban. Ouais, je parle du Liban. Il y a eu plusieurs épisodes d'hyperinflation. Le Liban, c'est un pays qui a une histoire assez intéressante. Le pape Jean-Paul II disait que le Liban est un message. Et c'est vrai qu'il y a... Si on lit le Liban d'assez près, il y a des tas de choses intéressantes qui s'y passent. C'est un pays qui a bénéficié d'une situation économique extraordinairement favorable. Dans les années 50, 60 et 70 et au début des années 70. On appelait ça la Suisse du Moyen-Orient. Pendant 17 ans, le Liban a été le 4e pays le plus riche du monde en PIB par habitant. Donc c'était vraiment de la vraie richesse. Et il avait eu la chance de tomber sur un gouverneur de la Banque centrale qui était très sage et qui avait interdit absolument à la Banque centrale de prêter à l'État. C'était vraiment... Pour de vrai. Pour de vrai. Après, malheureusement, il y a eu la guerre du Liban et cette loi a été changée. Mais effectivement, quand on cherche à fonder une monnaie et qu'on a affaire à des fondateurs sérieux, il y a toujours une loi qui est très dure, qui est la loi qu'il ne faut pas prêter aux souverains de la zone monétaire. C'est pour ça que si on lit attentivement... le statut de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter aux souverains de la zone euro. Tu le sais ça. Donc, de même, si tu vas sur le site internet de la BCE, aujourd'hui, tu vas dans le chapitre réserve. Dans ces réserves, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de détenir d'obligations libellées en euros. Et ça a permis donc, effectivement, à la monnaie libanaise de très bien se tenir. Et l'intégralité du surplus budgétaire de l'État libanais était investie en or, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le Liban a une des réserves en or les plus importantes du monde. Combien de milliers de tonnes ? Oh là, pas des milliers de tonnes quand même, mais je ne saurais pas te dire. Je crois que c'est la 15e plus grande réserve, alors que c'est un tout petit pays.
Mais le Liban, malheureusement, avec la guerre et avec l'incapacité complète des gouvernements libanais de gouverner proprement cet État, le gouvernement s'est endetté auprès de la Banque centrale et finalement il arrive, ce qui arrive toujours quand une banque centrale prête à l'État. Tu as beaucoup parlé de Milton Friedman, qui est quelqu'un que j'admire énormément. Mais je pense que quand on parle de la monnaie, il faut aussi citer un peu Friedrich Hayek. Hayek, sa thèse centrale, dans un bouquin qu'il a publié en 1975, qui s'appelle « Pour une libre concurrence des monnaies », sa thèse centrale, c'est que dès qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, ils en abusent. Il dit exactement la même chose que Milton Friedman. Milton Friedman dit que toutes les inflations tirent leur origine de la gestion de la masse monétaire. L'inflation est partout et dans tout temps un phénomène monétaire. Voilà, ça c'est Friedman, effectivement. Donc, l'inflation que connaît aujourd'hui la zone euro, c'est pas du tout le Covid. C'est le remède monétariste au Covid. C'est ça qui est la cause de l'inflation d'aujourd'hui. On a introduit des masses énormissimes de monnaie supplémentaires. Et ça aboutit forcément à une dévalorisation de la monnaie. La monnaie, elle doit avoir une contrepartie réelle. Si la contrepartie de la monnaie n'est pas une contrepartie réelle, si c'est simplement une contrepartie financière, de l'action, des actions par exemple, c'est une contrepartie réelle. Une action, c'est effectivement un bien réel. De l'or, c'est un bien réel. De l'immobilier, c'est un bien réel. De la dette, c'est un bien financier. Et si en contrepartie de la monnaie, on n'a fait qu'accumuler des biens financiers, on crée, je ne vais pas appeler ça un schéma de Ponzi parce que ce serait un peu exagéré, puis ce serait un tout petit peu impropre, ce ne serait pas tout à fait rigoureux, mais en tout cas, on crée une bulle, et un jour ou l'autre, le destin d'une bulle, c'est de se dégonfler. Donc aujourd'hui, ce à quoi on va assister, de manière à peu près inéluctable, c'est qu'on va aligner la valeur de la masse monétaire aujourd'hui à la valeur de la masse monétaire d'il y a quelques années, parce qu'il ne s'est pas créé de richesse entre-temps. Et s'il ne se crée pas de richesse en face de la masse monétaire, c'est normal que le pouvoir d'achat de l'unité monétaire, elle baisse. Alors justement, en fait, il y a cette relation qui est assez compliquée à comprendre entre la quantité de monnaie et la quantité de biens et de services, et les impôts. C'est-à-dire que logiquement, l'État, dans sa musette, pour appliquer son projet, il doit passer par l'impôt normalement, puisqu'il ne peut pas y avoir de représentation sans contribution. Enfin, de contribution sans représentation. Et le problème, c'est que les États finissent par se servir de la masse monétaire pour esquiver la question de l'impôt. Est-ce que tu peux clarifier cette relation qui justifie, en fait... J'étais interviewé par une journaliste de Bloomberg, et elle me disait, mais est-ce qu'on ne va pas retirer le pouvoir monétaire aux États ? Et en fait, la bonne question, d'imprimer et de faire de la politique avec. En fait, c'est exactement le contraire. En fait, on a interdit à l'État de faire ça. En fait, le projet de l'euro, c'est exactement le contraire de ça. Le projet de l'euro... Tu sais, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. J'étais à la tête d'une société, d'une entreprise qui marchait extrêmement bien. Et le destin de cette entreprise, ça a été de fusionner avec une autre entreprise qui marchait de moins en moins bien, qui marchait beaucoup moins bien. Et j'étais pas en souci du tout, parce que moi, mon entreprise, elle marchait bien. Et un jour, on est venu me voir, on me dit, mais ta boîte, elle marche très bien. Ta boîte, c'est vraiment un objet de précision, c'est une horloge comptoise. Mais il y a 3 déménageurs qui vont venir. Ils vont prendre l'horloge comptoise, ils vont la descendre au rez-de-chaussée, ils vont l'étaler sur le trottoir, ils vont passer dessus avec un rouleau compresseur. Puis après, ils diront, elle ne marche pas, ton horloge comptoise. C'est ça l'euro. L'euro, c'est un projet, moi je suis un Européen convaincu, quand on voit l'histoire de l'euro, de l'Europe, c'est quand même des centaines d'années de guerre, etc. Alors qu'on a quand même une culture commune qui est pas du tout négligeable, etc. Donc je suis un Européen convaincu. Mais l'euro, c'est un peu ça le risque de l'euro. C'est d'avoir eu un projet qui est extrêmement précis,
qui dessinait une véritable horloge comptoise, un objet d'horlogerie extrêmement précis, et qu'à force de respecter aucune des règles des pères fondateurs, ben ce truc-là, ça ressemble à une horloge comptoise sur laquelle on est passé avec un rouleau compresseur. Aujourd'hui, si tu vas sur Google et que tu tapes ECB Mission Statement, tu vas tomber sur une page du site internet de la Banque Centrale Européenne qui dit la Banque Centrale Européenne n'a qu'une seule mission, la stabilité des prix. C'est la seule mission. La stabilité des prix, ce n'est pas une inflation de 2%. Oui, bah déjà, il y a une contradiction, parce que la stabilité de 2%, elle est inscrite dans les traités. C'est pas tout à fait vrai. La stabilité des prix, la seule qui est inscrite noir sur blanc, c'est une stabilité des prix, ça veut dire 0%. Et tout le reste, c'est des interprétations des écritures, mais les écritures elles-mêmes, elles disent stabilité des prix. Si tu vas un peu plus loin dans les statuts de la Banque centrale, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter aux États souverains de la banque euro, de la zone euro. Voilà, ça a bien changé. Elle n'a pas le droit de prêter. Après, comme d'habitude, quand on a fait l'exégèse de l'écriture, on a dit « Ah ben ouais, mais on ne prête pas aux États vu qu'on achète sur le marché secondaire. » D'accord ? Donc effectivement, on a un peu adapté la lecture des écritures. En fait, la définition de la monnaie, la première, je te l'ai dit, c'est stocker la valeur, c'est stocker le travail. En fait, je pense que les banquiers centraux se sont vraiment beaucoup intéressés aux deux autres missions de la monnaie, voire en ont créé d'autres, et ils ont un peu oublié la première mission de la monnaie. Donc à cet égard-là, je pense qu'effectivement, c'est certain, je crois que à moyen terme, le dollar et l'euro vont survivre, mais ils serviront de moins en moins à stocker de la valeur. Et ce seront des outils d'échange qui vont vivre et qui vont continuer à avoir de l'inflation. Est-ce qu'on rencontrera un jour un mur ? Je ne suis même pas certain. Si tu regardes le pouvoir d'achat du dollar depuis très très longtemps, au moins depuis 1971, le pouvoir d'achat du dollar, tranquillement, il baisse. Et en fait, la grande problématique des Américains, ça a plutôt été comment je fais pour faire assez baisser mon dollar pour continuer à étendre mon économie plutôt que le contraire. Alors justement, là-dessus, il y a un point intéressant, c'est-à-dire que la période de désinflation qu'on a vécue, tu es d'accord pour dire qu'elle a été principalement financée par un pacte faustien qui a consisté à exporter les usines, et du coup, en contrepartie, l'Asie, pour ne pas citer la Chine, a accepté de nous donner une dette, de nous laisser des créances, enfin d'avoir des créances dont elle sait qu'elle ne les reverra jamais. Faut pas... Bon, d'abord, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert de valeur qui ne peut avoir lieu qu'une fois, à savoir qu'on a vendu les bijoux de famille ? Et c'est ça qui justifiait les 50 ans. Avant de parler de la désinflation récente, j'aimerais qu'on définisse un peu ce que c'est que l'inflation. Parce qu'il y a inflation, il y a pouvoir d'achat, il y a coût de la vie. Et l'inflation, telle qu'on la calcule aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec le coût de la vie. Le coût de la vie, la première ligne budgétaire du ménage moyen français, c'est quoi ? Logement ou énergie. Non. Le premier poste budgétaire du français moyen, c'est la dépense publique. C'est le coût de la dépense publique. Okay. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, et si tu prends le coût de la dépense publique qui est financé soit par de l'impôt, soit par de l'impôt différé, et donc qui est financé à la fin par les habitants du pays France, c'est ça notre premier coût budgétaire. Et cette première ligne dans nos budgets personnels, il a énormément augmenté et il n'est pas pris en compte dans l'inflation. Sa contribution à l'inflation, c'est exactement 0. Le deuxième poste budgétaire, effectivement, c'est le logement. Dis-le, c'est combien le poids des dépenses publiques dans le PIB ? C'est une soixantaine de pourcents. Voilà. Et moi, on m'avait dit qu'au-delà de 60, on n'avait pas d'exemple dans l'économie de pays qui ait survécu. Je crois que c'est l'URSS, le dernier exemple, qui a atteint les 60% d'un pays à peu près développé, si j'ose dire, qui a atteint 60% de dépenses publiques par rapport au PIB. On estime que l'URSS était à peu près à ce niveau-là dans les années 90. Donc ça n'a pas été une réussite flagrante. Voilà. Tout est relatif, mais effectivement, là... donc on arrive à... Donc le premier poste, c'est ça. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un phénomène dont on ne parle pas forcément très souvent, c'est que l'économie est de moins en moins marchande, en fait. Contrairement à ce qu'on croit,
hein, ce qu'on dit, hein, quand on entend des personnes assez peu documentées qui parlent d'ultralibéralisme, il faut sortir de l'ultralibéralisme. Il y a quand même, dans un pays comme la France, 60% du PIB hein, qui est dépensé par l'État, dont la dépense est orientée par l'État. Donc ce n'est pas vraiment une économie ultralibérale, c'est une économie extrêmement dirigiste, extrêmement dirigée, extrêmement planifiée, hein, où l'État et le législateur décident à quoi on dépense notre travail. Hein, parce que l'argent, c'est le travail. Hein, la seule chose qui a de la valeur, c'est le travail de l'homme. Hein, et l'argent, il est là pour, en théorie, stocker le travail de l'homme. Donc, quand tu parles d'époque déflationniste récente, voilà, c'est vraiment, tu es extrêmement... tu as une lecture littérale du mot inflation, hein, parce que le coût de la vie, il a énormément augmenté, lui. Hein. Les dépenses publiques ont énormément augmenté. Parce que dans les années 70, c'était quoi? On était peut-être à 30% du poids de l'État dans le pays. Bon, je n'ai pas ça en tête. Disons que dans les années 60, on était à peu près à une trentaine de pourcents. Ouais, voilà, c'est 70, je sais pas. 30-40, c'est le niveau à peu près bien géré. Donc voilà, on ne devait pas être loin. Voilà, tout à fait. Donc on est passé de 30% à 60%, qui est un niveau insoutenable, en fait, hein, de dépenses publiques. Le deuxième poste budgétaire du français, c'est le logement. Et là, on sait que l'inflation, elle prend en compte imparfaitement le coût de la construction, mais elle ne prend pas du tout en compte le coût du foncier. Or, c'est de l'investissement, monsieur. Ben voilà. Hein. Or, ce qui fait que tu payes des loyers au niveau qu'ils sont, ou ce que tu payes le mètre carré au niveau où il est, c'est surtout le foncier, c'est pas le coût de la construction. Et le foncier, la valeur du foncier dépend de la quantité de billets en circulation. Parce que le foncier, lui... Un mètre carré d'herbe n'a pas une valeur fondamentale qui a varié dans la valeur d'usage. La valeur d'usage est à peu près la même, effectivement, sauf si on considère que les Français ont beaucoup grossi, qu'il leur faut de plus en plus de place, mais la valeur d'usage est à peu près la même. Donc en fait, tu as raison, hein, ce qu'on appelle inflation en France, on l'appelle mieux aux États-Unis parce qu'on l'appelle CPI, c'est consumer, donc c'est prix des biens à la consommation, c'est l'inflation des biens à la consommation uniquement. Et ce sont ces biens-là qui ont bénéficié effectivement de gains de productivité massives, hein, par ce qu'on appelle la globalisation, hein, par le fait qu'on a exporté la fabrication, hein, de ces biens-là vers l'étranger et qu'on a eu des gains, une déflation en fait. Donc tu dis qu'on n'aura qu'un coût, je ne sais pas si c'est un fusil exactement un coût, il y aura aussi peut-être un jour l'Afrique, il y aura d'autres pays effectivement qui permettront de réitérer un tout petit peu ce coût-là, mais c'est des pétards mouillés, hein, et un jour ou l'autre, les prix à la consommation ne pourront pas baisser indéfiniment, et de toute façon, tant qu'ils baissent, ça veut dire qu'ils représentent une portion décroissante, hein, des dépenses des ménages, et que l'inflation est de moins en moins intéressante à calculer. Hein, parce que le coût de la vie lui-même, il a énormément augmenté. Hein, et quand on me dit... moi, ça fait des années que je dis que, effectivement, quand j'explique un peu la proposition du Bitcoin, hein, je dis le Bitcoin n'est pas inflationniste, mesuré en Bitcoin, évidemment. Contrairement aux autres monnaies qui sont énormément inflationnistes, on me dit, mais le dollar n'est pas énormément inflationniste, il n'y a pas énormément d'inflation. Eh bien si, il y a énormément d'augmentation du coût de la vie, hein, qui ne se reflète pas, hein, dans le panier de consommation moyen, mais qui se reflète effectivement dans le coût de la vie que payent les citoyens américains ou que payent les citoyens français. Donc là, on n'est pas bon globalement. En termes d'inflation, ça... On n'est pas bon, je ne sais pas. On est vers une inflation qui est élevée. Est-ce que c'est pas bon? J'en sais rien. Hein, l'inflation, hein, c'est un peu un juge de paix. Hein, c'est pas bien ou pas bien. Ça reflète simplement, hein, le fait qu'on a imprimé énormément de monnaie et qu'il n'y a pas eu énormément de création de valeur en face de cette monnaie. Et donc l'inflation, c'est pas mal ou bien. C'est un constat, et on va se diriger, tant qu'on n'a pas pris des mesures extrêmement fortes, on se dirige vers un taux d'inflation qui est soutenu, et vers un coût de la vie qui est encore plus soutenu que le niveau de l'inflation. Hein, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est pas très bien pour l'épargnant, hein, qui détient
de l'épargne financière libellée dans ces devises-là. Hein, c'est pas bien pour le salarié, hein, qui va voir le pouvoir d'achat de son salaire diminuer si le salaire n'est pas réajusté. Maintenant, c'est une excellente nouvelle pour celui qui est endetté. Voilà. C'est l'euthanasie du rentier. Et la survie de l'emprunteur, hein, donc quelque part, c'est pas du bien ou pas bien, hein, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel qui est aussi inéluctable que 1 + 1 font 2. On peut parler de rééquilibrage violent de la valeur et du prix. De rééquilibrage violent, je sais pas. Toujours très pondéré. Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, violent. Donc, voilà. En fait, l'idée, c'est que une inflation à 10% et une inflation à 2%, globalement, il y a des poissons dans les eaux chaudes et des poissons dans les eaux froides. Donc, en soi, ce n'est pas forcément un problème. Par contre, quand on fait passer les eaux du Groenland de 2 degrés à 15 degrés, le flétan, il tord un peu du nez. Voilà. Ça, c'est clair. C'est clair si on le fait en une semaine, il n'a pas le temps de se transformer en joli poisson rouge. Tout à fait. C'est ça que j'appelle violent, en fait. C'est la durée de transition dans le temps. Mais c'est vrai que ça va transformer la société. Hein. C'est à peu près inéluctable que l'illusion dans laquelle on était avec les théories fumeuses de nouvelle économie, comme quoi on peut imprimer de la monnaie de manière illimitée, que les États peuvent s'endetter sans contrepartie de manière illimitée, le réveil il est difficile. Hein, j'avais écrit un article dans un journal français il y a quelques années, où je racontais mon histoire personnelle, et je disais, dans la vraie vie, mon père est chirurgien, ma mère est anesthésiste. Et je disais, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est sous anesthésie, on croit qu'on n'a pas besoin de chirurgien. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'impossibilité qu'il y avait à réformer la France. C'est un gros mensonge. La France est très réformable. La France, elle s'est complètement réformée en 81. Elle s'est complètement réformée en 83. Mais pourquoi elle s'est réformée en 83 ? Parce qu'il y avait la loi du marché qui l'a obligée à se réformer. Parce que les inepties de politique financière et monétaire qui ont été mises en place en 81 et 83 n'étaient pas tenables. Et le marché a dit, non, c'est pas tenable, il va falloir que tu deviennes raisonnable. Et la France s'est réformée. Le problème qu'il y a eu au cours des quelques... en gros, depuis 2008, de manière accentuée depuis 2008, c'est qu'on s'est éloigné des marchés financiers. On est allé vers des marchés financiers qui étaient complètement administrés. C'est quoi un marché efficient ? Un marché efficient, c'est un marché où les prix reflètent les fondamentaux. Plus ou moins une volatilité. Voilà. Alors, grosso modo, qu'on ne peut pas expliquer vraiment la différence entre les prix et les fondamentaux. Quand la République française peut emprunter à taux négatif, c'est difficile d'expliquer ça par les fondamentaux. Donc on était en situation de bulle. C'est quoi une situation de bulle ? Une bulle, c'est précisément quand les prix ne sont pas expliqués par les fondamentaux. Qu'est-ce qui favorise l'émergence des bulles ? Des agents irrationnels. C'est quoi un agent rationnel ? Un agent rationnel, c'est un agent qui recherche le profit. Un agent qui recherche le profit et qui voit un prix qui est plus haut que justifié par les fondamentaux, il va vendre l'actif de manière à ce que le prix baisse et s'aligne sur les fondamentaux. Donc c'est ça, l'agent rationnel, il fabrique des marchés efficients. Quand tu as un agent énormissime sur le marché des taux qui s'appelle la Banque centrale, qui elle n'est pas motivée par les profits, le seul but qu'elle se donne, c'est de créer des bulles, d'essayer d'éloigner les prix des fondamentaux. Et ça marche extrêmement bien pendant un certain temps. Mais à force d'anesthésie, on fabrique un junkie. C'est pas comme ça qu'on fabrique une économie efficace. C'est au contraire en ayant une gestion extrêmement rigoureuse de la monnaie qu'on concentre l'économie vers la création de la valeur plutôt que la création de la monnaie. Alors restons dans les drogues, parce que c'est un sujet intéressant. Je sais pas où tu vas m'amener, mais... beaucoup de gens ont tenté le saut de l'ange en expliquant que Bitcoin c'était lié au Nasdaq, au techno, à Tesla, ou j'en sais rien. Vraiment.
Et en réalité, avec Didier Darcet, la seule corrélation qu'il a trouvée entre Bitcoin et le reste, dans les variables macroéconomiques, c'est la liquidité des dollars détenus à l'étranger et déposés à la Fed. Ce qui est un indicateur bien, bien précis, c'est ce qu'ils appellent avec Charles la base monétaire mondiale, puisque le dollar est la monnaie de référence. Et là, on voit que l'or, donc cette base monétaire mondiale, c'est des graphiques que j'ai publiés parce qu'ils sont vraiment clés, elle est en train de s'effondrer. C'est un énorme choc parce qu'à la fois aux États-Unis, ils restreignent le crédit pour essayer de faire, je ne vais pas dire baisser le bilan parce qu'on n'en est pas là, mais d'accélérer moins vite, on va dire, c'est déjà beau. Et du coup, par la double pyramide, la double création du crédit, il se produit que les dollars à l'étranger dans le monde s'assèchent. Donc, la mer se retire, et comme disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient tout nus. Autrement dit, on vend les actifs avec de la volatilité, et Bitcoin fait partie de ces actifs avec de la volatilité. Mais pas l'or, parce que l'or, il n'est pas fabuleux en ce moment, mais il tient en fait. Il n'est pas sensible, parce que globalement, c'est pas un actif, c'est une monnaie maintenant, l'or. Est-ce qu'on a cet espoir sur Bitcoin de le voir quelque part s'affranchir de ses limites? Est-ce que cette corrélation est bonne? Et puis est-ce qu'on pourrait le voir un jour se désancrer du dollar quelque part? Se désancrer du dollar. Bon, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de me dire là. Oh, mais comme tu es quelqu'un de très intelligent. Ouais. Mais tu sais, je suis pas... Quand la question est très, très complexe, il y a une méthode pour répondre, il faut simplifier la question. C'est comme les problèmes de maths. Quand tu as un problème de maths très compliqué, tu le simplifies. Ça, c'est la grande leçon de Guillaume d'Occam, qui effectivement disait, pour inventer la Mercedes, il faut d'abord inventer la chaise, puis inventer la roue, puis inventer le moteur, puis inventer la clim, et puis à la fin, tu arriveras à une Mercedes. Mais tu attaques tout de suite à Mercedes, tu ne vas pas y arriver. Ok, donc on va simplifier le problème et on va parler de quelques-unes des problématiques auxquelles tu as fait allusion. La première, c'est la décorrélation entre tu parlais un peu du Bitcoin et du Nasdaq, etc. Alors, est-ce que le Bitcoin est vraiment un actif diversifiant ou pas? Alors, on va regarder ça de manière théorique et de manière empirique. Moi, j'ai fait des études de statistiques. Quand tu fais des études de statistiques, la première chose qu'on t'enseigne, c'est que tu n'as pas le droit de publier une statistique sans regarder sa significativité. L'exemple que je préfère pour illustrer ça, si tu regardes la population française, à chaque femme, tu donnes une note de 1, à chaque homme, tu notes une note de 0. La note moyenne, c'est 0,5, ça veut dire que le français moyen est hermaphrodite. Et en fait, ce n'est pas représentatif de la population française. D'accord? Donc, on ne peut pas... à côté du calcul de la moyenne, il faut donner une significativité à ce calcul de la moyenne. Et en fait, quand on calcule la corrélation du Bitcoin aux actifs, aux autres actifs, tu ne vas jamais trouver une corrélation nulle. Mais tu vas trouver une corrélation qui est toujours non significativement non nulle. Si on tire à pile ou face, toi et moi, et qu'on mesure les corrélations des séquences de 10 tirages, à un moment donné, je vais faire 10 tirages sur pile, toi tu vas avoir 10 tirages à pile aussi, ma volatilité va être de 0, ta volatilité va être de 0, notre corrélation va être de 1, et ce sera non significatif. Si tu regardes une chose très précise, qui est la corrélation par exemple du Nasdaq au Bitcoin, elle n'est jamais de 0. Elle est des fois très fortement positive, des fois très fortement négative, mais elle est toujours non significative. Maintenant, si on regarde les choses de manière non pas empirique, mais un peu plus théorique. Le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est un projet. C'est une start-up, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est Google en 1996. Okay? Et la destinée du Bitcoin, c'est soit de se planter, soit de réussir. Si le Bitcoin se plante, un jour ou l'autre, il va tranquillement aller vers 0. Et s'il va tranquillement vers 0, il ne sera plus corrélé à rien du tout. Inversement, s'il réussit, il va vraiment devenir un lieu de stockage de la valeur, ça va devenir vraiment un placement refuge. Et le propre du placement refuge, c'est qu'on va dans le refuge quand il pleut, puis qu'on sort du refuge quand il fait beau. Et donc, de manière absolument destinée, l'avenir du Bitcoin, c'est d'être décorrélé à tout. À presque tout, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux adverses scénarios au Bitcoin.
Et là, on va s'intéresser au premier adversaire du Bitcoin. Le premier adversaire du Bitcoin, c'est que les banquiers centraux deviennent durablement orthodoxes. Si demain, la Fed se réunit et qu'ils disent à partir d'après-demain, il n'y aura plus que 21 millions de dollars, le Bitcoin devient inutile. Chacun d'entre nous de pricer la probabilité de ce scénario, d'une Fed qui devienne durablement orthodoxe, mais quand ce scénario passe d'une probabilité de 2% à une probabilité de 3%, ça a un coût pour le Bitcoin. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand le banquier central devient plus orthodoxe, effectivement, les actifs risqués voient leur valeur diminuer. Ensemble, non pas parce qu'ils sont corrélés de manière réelle, de manière absolue, mais tout simplement parce que leur dénominateur commun, qui est le dollar, s'apprécie. Et c'est ça qui explique aujourd'hui, effectivement, qu'on est dans une phase où tout semble effectivement se déprécier. Et si l'or ne se déprécie pas maintenant, je peux te dire que sa destinée, ça va être de se déprécier si effectivement le scénario de banquier central orthodoxe se renforce. Forcément, ce n'est pas l'or qui va se déprécier, c'est tout simplement le dollar qui va finir par se apprécier contre tout, y compris contre l'or. Donc aujourd'hui, si effectivement l'or n'a pas suffisamment baissé, ce n'est que partie remise, mais c'est inéluctable, quand la monnaie se renforce, le dénominateur s'accroît et le prix de tous les autres actifs, y compris l'or, va se déprécier. Est-ce que c'est durable ou pas ? Ça dépend de la durabilité de la politique orthodoxe de la Banque centrale. Donc là, on a un projet qui est bien dessiné pour Bitcoin, c'est de dire il va se renforcer si jamais la santé, l'orthodoxie se dégrade dans les banques centrales. Donc, quelque part, on peut mesurer une perspective, une trajectoire pour Bitcoin en fonction d'hypothèses. On prend le bilan de la Banque centrale américaine, on le prolonge tout bêtement en disant on fait l'hypothèse qu'ils ne seront pas plus intelligents demain qu'ils l'étaient hier. C'est une hypothèse de conservation de l'intelligence, conservation. Et là, on peut définir un objectif de cours à Bitcoin. Ouais, alors je vais être un peu taquin. Et j'aime pas trop que tu qualifies d'intelligent ou non intelligent. Parce que là, tu es en train aussi de nouveau d'aller vers le bien et le mal. Je ne sais pas exactement si l'intelligence collective qui gouverne le dollar tient absolument à conserver le pouvoir d'achat du dollar. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que veut cette intelligence collective. Peut-être que c'est bien, après tout, que le dollar se déprécie tranquillement, comme il l'a fait pendant les 50 ou les 70 dernières années. D'accord ? Donc moi, je pense qu'effectivement, je suis un peu dans ton camp. Je pense que la destinée du dollar et de l'euro, c'est que leur pouvoir d'achat s'amenuise tranquillement dans le temps. Avec de temps. Ça ne va pas s'amenuiser de manière monotone. Ça va s'amenuiser avec des petites hausses, des petites baisses. Mais il va s'amenuiser. Parce que les banques centrales elles-mêmes, elles déclarent elles-mêmes, j'ai un objectif d'inflation de 2%. Donc, si tu veux, il n'est pas pire sourd que celui que tu ne veux pas entendre, mais si on crée vraiment, ils ne veulent pas entendre. Si on crée 2% de richesse en plus tous les ans, ce serait conservateur. Ah non, ça s'appelle l'inflation, ça. Si on crée 2% de biens en plus chaque année et qu'on augmente la masse monétaire de 2% chaque année, ça se passe bien. Le dollar conserve sa valeur. Ça dépend après de la population, etc. Ah oui, donc, voilà. C'est plus complexe que ça. Mais faisons l'hypothèse que les logiques... Ce qui compte, c'est pas les biens concrets. Ce qui compte, c'est pas les biens concrets. Pour que la monnaie ne se déprécie pas, il faut que la contrepartie de la monnaie, contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas le PIB. La contrepartie de la monnaie, c'est les réserves de la Banque centrale. C'est ça la contrepartie de la monnaie. Ok ? Et si la Banque centrale a des réserves réelles qui n'augmentent pas et qu'elle crée du papier-monnaie, il y a pas mal de raisons de penser
que cette monnaie va finir par s'affaisser. Alors, Pourquoi ? Parce qu'il y aura une relation. concurrence. Parce qu'il y aura une concurrence avec d'autres monnaies qui elles-mêmes ne croîtront pas plus vite que leurs réserves. C'est un peu le dollar et le bitcoin. Ce qui fait que le bitcoin va être difficile à battre, c'est que le processus de création de bitcoin, c'est zéro. Il y a déjà 21 millions de bitcoins. Ils n'ont pas tous été minés, mais il y en a déjà 21 millions. Donc, quelque part, stocker de la valeur dans le bitcoin, c'est vraiment stocker de la valeur. Le travail qui se déprécie dans le temps, si tu stockes du travail qui se déprécie dans le temps, eh ben, tu n'as pas stocké de la valeur. Si l'unité de travail, c'est un bitcoin, et que dans 1000 ans, tu as toujours un bitcoin, tu as une unité de travail. Et ces histoires d'inflation à 2%, avec de la croissance à 2%, si la Banque centrale n'a pas accru véritablement soit ses réserves réelles, soit son pouvoir de lever l'impôt, etc. Mais si la Banque centrale est vraiment indépendante de l'État, elle doit accroître ses réserves pour pouvoir accroître sa masse monétaire. Et aujourd'hui, toutes les banques centrales, enfin la Banque centrale européenne en particulier, elle revendique son indépendance de l'État. Donc la Banque centrale, c'est un organisme privé. Il faut vraiment comprendre ça, qui n'est pas étatique, qui imprime des billets de banque. Si on veut que ces billets de banque ne baissent pas en valeur, il faut que la Banque centrale amasse des réserves. Alors des réserves en quoi ? Pas dans ces billets, réels, parce que c'est elle qui les empile. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il faut qu'elle amasse des réserves réelles. Alors c'est quoi des réserves réelles ? Quelque chose qui a été créé par le travail. Donc de l'immobilier, des actions. De l'immobilier, des actions, de l'or, effectivement. Du bitcoin. Mais, éventuellement, d'autres monnaies dont on va postuler de manière plus ou moins erronée qu'elles ont accumulé de la valeur en contrepartie de leurs émissions. Mais comme l'écrit les statuts de la Banque centrale européenne, elle ne peut pas compter les obligations libellées en euros dans les réserves. Et une banque centrale qui n'aurait pas de réserve, ou qui aurait très très peu de réserves, c'est difficile d'imaginer qu'extrêmement durablement, son papier monétaire ait beaucoup de valeur. C'est la différence entre la proof of work et la proof of stake ? C'est un peu ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais que la première proof of work, c'était quoi ? L'or ? Non. La première proof of work, c'était les pointes de flèche en silex de l'homme préhistorique. C'était même avant l'or. On sait, on a découvert des amoncellements de pointes de flèche en silex qui ne sont explicables que par de la thésaurisation. Si tu avais 5 pointes de flèche en silex dans la poche de ton jean, tu pouvais en prendre 2 puis les échanger contre un iPad. Pourquoi ? Parce que ces pointes de flèche en silex étaient difficiles à produire. C'était à l'époque de la pierre de taille. Puis un jour, on a maîtrisé de mieux en mieux la pierre de taille, la taille de la pierre. Il a fallu rendre le travail plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a poli les pointes de flèche de silex. Simplement pour les rendre plus difficiles à produire. Parce qu'une pointe de flèche polie, ça valait quand même plus qu'une pointe de flèche taillée. Puis au fur et à mesure que la technologie a rendu ça plus simple, là il a fallu vraiment changer. Et là, c'est là qu'on a été vers les étalons métalliques. D'abord le bronze, puis le fer. Quand le fer a été facile à produire, on a été vers l'argent. Quand l'argent était facile à produire, on a été vers l'or. Mais la première véritable réserve de travail, c'était la pointe de flèche en silex. Et ça nous amène, il y a deux types de monnaies dont je voulais te parler. Il y a ce qu'on appelle la monnaie dette aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est de la monnaie qui est imprimée par une banque et qu'on est la plupart du temps obligé d'accepter. Et il y a cette dimension coercitive qui fait que la valeur de ce billet est aussi décidée par la loi ou la convention, une convention coercitive, quoi. Même la parole, si je te dis, tiens, file-moi ton verre d'eau et puis je te le rendrai,
Et ben quelque part, en disant ça, si je te le rends pas, t'as le droit de m'engueuler, quoi. En disant, tu me dois un verre d'eau, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle la monnaie dette, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'engage à rendre la contrepartie. Et puis, il y a les monnaies confiance, comme l'or, où globalement, là, si je te donne un peu d'or, je te donne pas ma parole pour emprunter ton verre d'eau, mais je te donne de l'or, et ben jamais tu reviendras me voir avec mon or en disant tu m'as donné 1 gramme d'or, reprends ta merde et rends-moi mon verre d'eau. Et ça, c'est les monnaies confiance. Parce c'est des conventions spontanées et collectives. Qu'est-ce que c'est que ce bazar dans la monnaie, là ? Comment on arrive à... En fait, je crois que, tu sais, tout ça, c'est un grand chaos. Hein, les monnaies confiance, elles ne sont que conventionnelles. Hein, et les conventionnelles, toutes les conventions ne sont pas forcément durables. Hein, il y avait une monnaie confiance, hein, je te l'ai déjà dit, hein, c'est la pointe de flèche en silex. C'est un peu perdu depuis. Ouais. Ah ben voilà. Hein, donc la convention, c'est qu'effectivement, c'était bien pratique, hein, parce que c'était pas vraiment fractionnable, mais enfin, il y en avait quand même assez, hein, pour faire un commerce. C'était pas tellement putrescible, ça avait vraiment des belles qualités. Hein, et aujourd'hui, si tu vas acheter tes iPads avec des pointes de flèche en silex, le marchand, remarque si c'est des vrais, hein, il les voudra, hein, parce que si elles sont vraiment du paléolithique, effectivement, elles ont gardé de la valeur, elles ont même énormément pris de la valeur, sans doute. Hein. Donc, les conventions, ça peut varier dans le temps. Hein, donc, effectivement, il y a eu la monnaie bronze, il y a eu la monnaie fer, il y a eu la monnaie argent, puis il y a eu la monnaie or. Et à chaque fois, par contre, elle se substitue. Effectivement, et quand la convention, qui est absolument non coercitive, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait un souverain qui a dit un jour c'est l'or qui... Non, c'est vraiment la convention, c'est la pratique, c'est la sagesse populaire, hein, c'est l'intelligence collective, hein, qui a fait que un jour on s'est aperçu que il y avait de plus en plus de fer. Hein, et que peut-être stocker son travail dans le fer, c'était pas très intelligent. C'était mieux que de laisser faire. Ouais. C'est une intelligence collective qu'il y a eu avec l'euro. Hein, la préoccupation de beaucoup de jeunes, c'est de pouvoir s'endetter pour acheter un appartement. Pourquoi ils veulent tous s'endetter pour acheter un appartement ? Parce qu'ils savent très bien, dans leur subconscient, qu'en s'endettant, hein, ils prennent de quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui, mais qui aura moins de valeur dans 20 ans. Et qui vont rembourser avec un média qui aura perdu de sa valeur dans 20 ans. Hein, en fait, ils font un travail très intelligent qui est d'imiter l'État. Ils shortent l'euro, quoi. Voilà, ils shortent l'euro, comme l'État. Ouais. Hein, l'État, il emprunte tous les ans beaucoup d'euros, hein, en se disant, je le rembourserai dans 20 ans, dans 30 ans, le jour où l'euro aura beaucoup moins de valeur. Hein, c'est pour ça que l'État, soit il n'a pas bien lu, hein, le mission statement de la Banque centrale, soit il avait bon espoir de pouvoir fausser cette mission centrale de la Banque centrale. Et de nouveau, hein, moi, j'aime vraiment pas le discours du bien et du mal. Hein, il y a ce qui marche et il y a ce qui ne marche pas. Hein, l'inflation, vu toute la monnaie qu'on a créée, elle est inéluctable. Est-ce que c'était bien ou mal d'avoir créé cette monnaie ? J'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que ça va mener à de l'inflation. Pour ce qui est de l'avenir, effectivement, j'ai du mal à imaginer les sociétés occidentales telles qu'elles sont organisées aujourd'hui se passer de création monétaire. Hein, il faudrait, quand on a, comme en France, 60% de l'économie qui est une économie non marchande, quand on sait que toutes les économies non marchandes sont énormément moins efficaces, hein, que les économies marchandes, il faut bien, quelque part, trouver une sortie. Et la sortie, c'est l'inflation. Oui, et ça, sur ces monnaies, on sait que les monnaies dettes, il peut y en avoir plein en même temps. Il y a des euros, des dollars, des yens, tant qu'on en veut. On vient de dire que les monnaies confiance se substituaient, c'est-à-dire qu'on prend la meilleure dont on dispose. Il y a des challengers, alors des fois on a essayé de mettre de l'argent, du bronze, du cuivre en parallèle, etc. C'est pas une monnaie confiance, le franc suisse. Mais enfin, dans l'étalon des monnaies, dans la population des monnaies habituelles, c'était pas mal. Mais la valeur du franc suisse tombe avec le temps. Tout à fait. Aujourd'hui, un smicard en Suisse, il gagne 4000 francs.
Il y a un siècle, il gagnait pas 4 000 francs. Tout à fait. Et en fait, ces monnaies confiance, l'idée, c'est est-ce qu'il peut vraiment, au-delà des challenges de savoir qui va gagner pendant un temps, est-ce qu'il peut vraiment y en avoir plus qu'une en même temps de référence, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir... Dans le passé, si on regarde vraiment à l'échelle historique, effectivement, il y a tendance à y en avoir eu un qui dominait. Au moins par zone qui voilà. Homogène, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est complètement impossible qu'il y en ait deux ? C'est difficile à imaginer, effectivement, si elles ont exactement la même proposition et qu'elles sont complètement substituables. C'était un peu l'histoire du bimétallisme. Il y a eu le bimétallisme, effectivement, où il y avait à la fois l'argent et l'or. Il y avait vaguement une parité entre les deux. De 40. Voilà, et ça marchait à peu près. Donc on pourrait imaginer qu'il y en ait deux, effectivement. Mais si elles ont vraiment les mêmes propriétés, il va s'instaurer une parité entre les deux. C'est un peu le... Si elles ont les mêmes propriétés, c'est que dans le fond, c'est la même chose. Tout à fait, voilà. Mais effectivement, l'or et l'argent, c'était un peu la même chose. Pour avoir des réserves de change en or, des réserves de change en argent, ça marchait à peu près. On pourrait avoir... Faisons un rêve un peu absurde, parce que j'y crois pas tellement, mais tu m'as posé la question d'un point de vue théorique, on pourrait avoir l'or et le bitcoin. On pourrait avoir les deux a priori, à condition qu'elles aient vraiment la même proposition. De facto, c'est pas vraiment la même proposition, non pas dans ses technicalités, parce que la différence entre l'or et le bitcoin, l'un est digital, l'autre pas digital, ça on s'en fout. Stocker 20 tonnes d'or dans sa mémoire, c'est compliqué quand même. Non, c'est très facile. Tu émets un ETF qui a de l'or. Et puis ça marche. Oui, mais il y a un risque de contrepartie. Pas forcément. Il y a un risque de contrepartie que tu peux amener. Dans un ETF, il n'y a pas de risque de contrepartie, en fait. Je ne parle pas d'une note, je te parle vraiment d'un ETF. Il y a un petit risque résiduel. La vraie, tu sais, c'est la différence entre la proposition de valeur et les technicalités. La proposition de valeur du Bitcoin, c'est une seule phrase, c'est il y en a 21 millions. La proposition de valeur de l'or, c'est rare. Mais il n'y en a pas 21 millions, il y en a une quantité infinie dans l'univers, quasiment infinie dans l'univers. On sait aujourd'hui transformer du plomb en or. C'est un peu coûteux, mais la technologie fera en sorte qu'un jour, ce soit moins coûteux. Et d'ailleurs, ça donne un plafond au prix de l'or. Ça donne un plafond, absolument, ça donne de facto un plafond au prix de l'or. C'est un plafond élevé, mais... Aujourd'hui, il est élevé, mais c'est un plafond qui baisse, parce qu'à un moment donné, c'était impossible, maintenant c'est possible, et puis la technologie avançant, c'est de plus en plus possible, de moins en moins cher. Donc la proposition de valeur de l'or et du Bitcoin, sur le chapitre de leur rareté, le Bitcoin gagne la bataille. D'accord ? Donc effectivement, entre l'or et le Bitcoin, c'est à peu près... La bataille est objectivement inégale. Le Bitcoin va gagner. Maintenant, on l'a dit au début, la monnaie, c'est une convention. Et si pour une raison complètement irrationnelle, donc on peut imaginer non durable, mais qui sera peut-être durable, tout le monde s'éloigne du Bitcoin, le Bitcoin en tant que stockage de valeur ne fonctionnera pas. La monnaie, c'est une convention. Donc il faut... La dominance énorme du Bitcoin par rapport à l'or au niveau de la théorie, elle semble destiner le Bitcoin à effectivement un règne assez intéressant. Maintenant, c'est un problème de convention aussi. Il y a des tas de choses que l'on fait qui ne sont pas tout à fait rationnelles et qui durent. La non-adoption du Bitcoin, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. Comme certains mariages. Et c'est pour ça que si je pose la question de façon un peu plus imagée, en fait, je me dis, l'or a de la valeur, ça fait 5000 ans qu'on le sait. En soi, Bitcoin, on comprend pourquoi il a de la valeur, une fois qu'on a dit tout ce qu'on vient de dire. Et je me dis, si je mets les deux dans la même pièce, tout d'un coup, il y a un scam. Tout à fait. Effectivement, si on met les deux dans la même pièce... la rationalité qui justifierait de détenir de l'or, elle n'est pas forcément facile à trouver. Donc, en financier, je me dis, si je me fais un ratio market cap de l'or contre market cap de Bitcoin, je devrais, pareil, pouvoir mesurer le risque, tenir des objectifs. Mais c'est un peu le bimétallisme. Donc, on pourrait imaginer que les deux cohabitent avec des fausses hypothèses. Mais si un jour on s'intéresse aux vraies hypothèses,
eh ben, on va aller assez rapidement vers le monométallisme. Donc il faut regarder... Aux conventions près. Si on regarde la market cap de l'or plus le Bitcoin, dans l'expression qu'on veut, en dollars par exemple, eh ben, on devrait voir une dominance s'inverser avec le temps. Tranquillement, oui. Et quand Bitcoin aura bouffé l'or, il aura accompli son projet. Quand il aura bouffé l'or, il sera en bon chemin pour accomplir son projet qui est un peu plus élevé que ça. C'est au-delà de bouffer l'or, je crois, le projet de Bitcoin. Parce que c'est aussi un système de paiement très pratique ? Parce que quand il a une infrastructure, une superstructure bien développée, il devient effectivement un moyen de paiement. Il devient un instrument de comptabilité. Ce que n'est pas l'or de façon pratique, quoi. Ce que n'est pas l'or aujourd'hui, mais ça l'a été. Ouais, mais il galérait quand même. Voilà, les fausses pièces d'or, les machins, tout à fait, c'était quand même compliqué. Tout à fait. Et enfin, j'avais une dernière question pour toi, parce que le côté financier. Aujourd'hui, il y a un des problèmes dans les marchés financiers, c'est qu'on mesure... Le but des marchés financiers, c'est de mesurer la rentabilité marginale du capital investi. Où est-ce, si j'ai 1 euro dans la main, où est-ce qu'il vaut mieux que je le mette indépendamment de tout ce que j'ai fait auparavant ? C'est à peu près ça. Mon dernier euro, je le mets où ? Bon. Et une des façons dont on a de mesurer l'efficacité ou la performance des marchés financiers, c'est l'indexation. On dit, bah voilà, Tesla monte, j'achète du Tesla. Tesla baisse, je vends du Tesla. Et puis finalement, c'est Danone. Et du coup, c'est des choses dont tu as déjà parlé, on accélère, en fait, on crée des phénomènes de bulles, parce que quelque chose qui est surévalué, eh ben, on va lui donner encore plus de poids dans son portefeuille. Donc soit on a raison parce que c'est le futur, et auquel cas eh ben, ça accélère encore plus et on va. Soit on a tort et on se cogne des bulles, ou on va trop loin. Et voilà. Et toi, mais c'est comme ça qu'on mesure la performance des marchés. Tous les indices mondiaux fonctionnent comme ça. Et toi, ton indicateur de la diversité, de la diversification chez Tobam, eh ben, c'est de dire on va toujours mesurer la rentabilité marginale du capital investi, mais pas en achetant de ce qui marche déjà et en vendant de ce qui... mais en faisant quelque part une représentation du monde sphérique où on dit ma performance moyenne mondiale, ou je sais pas comment tu vas la définir, c'est ça. Est-ce que ce serait pas un moyen plus intelligent ? Alors pas intelligent, mais est-ce que ce serait pas un moyen plus alternatif et plus lisse pour avoir la représentation de ce que le monde produit, plutôt que de chercher à savoir où va l'avenir. Ok, donc là on est en train de parler de marché boursier par exemple. De nouveau, on va essayer de simplifier le problème pour ne pas se perdre dans un problème trop complexe. Donc on va considérer une collection particulière d'actifs. On va prendre par exemple les actions. Okay, et on va s'intéresser aux indices boursiers, qui sont des indices CAPI pondérés. Alors, quel est l'intérêt de l'indice CAPI pondéré qui est non questionnable ? C'est que l'indice CAPI pondéré représente le portefeuille moyen. Voilà. Si tu regardes, s'il n'y avait que des actions françaises, pour simplifier, qu'il n'y avait que 40 actions en France, la performance du CAC 40, elle représenterait très exactement de combien se sont enrichis ou appauvris les possesseurs d'actions françaises entre aujourd'hui et demain, parce que effectivement, le CAC 40 représente le portefeuille moyen investi dans les actions du CAC 40. Donc le portefeuille CAPI pondéré, il a un intérêt, c'est qu'il est représentatif de l'évolution moyenne des portefeuilles investis en actions françaises. La question qu'on peut se poser quand on est un professionnel de l'investissement, c'est plutôt: est-ce que ce portefeuille-là est un portefeuille intéressant à répliquer ou pas ? C'est ça qui est intéressant. Il est représentatif. Tout portefeuille alternatif que tu créerais ne serait pas représentatif de la moyenne, de la performance des portefeuilles, de la classe d'actifs considérée. On ferait mieux ou moins bien, mais pas pareil. Voilà. On ne ferait pas pareil. D'accord ? Alors moi, tu as parlé un peu au début de Harry Markowitz. Il y a quelques années, j'étais extrêmement content parce qu'un journaliste m'a appelé et m'a dit Harry Markowitz, j'aimerais te rencontrer. Et j'ai été passer effectivement 2 jours en tête-à-tête avec Harry Markowitz dans son bureau. Et c'était un moment complètement magique pour moi. Pour la petite histoire,
Tobam se réunit tous les étés et on écrit un bouquin. Tous les étés, on écrit un petit bouquin qui a toujours 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la mission de l'entreprise. Le deuxième chapitre, c'est les valeurs de l'entreprise. Le troisième chapitre, c'est la stratégie de l'entreprise. Le quatrième chapitre, c'est l'organisation de l'entreprise. Parmi les valeurs de l'entreprise Tobam, une valeur qu'on a repérée très tôt, c'est l'esprit Bourbaki. Alors, Bourbaki, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un très célèbre mathématicien français qui n'a jamais existé. C'est le Nakamoto des mathématiciens. Voilà. Ok. Bourbaki, en fait, c'est un groupe de mathématiciens de l'école normale supérieure qui, au début du XXe siècle, je vais simplifier un peu, se sont aperçus que les mathématiciens à travers le monde avaient de plus en plus de mal à communiquer les uns avec les autres, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la même définition précise des objets mathématiques. Effectivement, quand on ne parle pas exactement le même langage, ça crée des difficultés de communication. Et ils ont eu l'idée de réécrire toutes les maths, en commençant depuis le début, en gros, de manière à ce que tout le monde accorde son violon et puis qu'on ait un ensemble de définitions cohérentes. Je simplifie un peu l'œuvre de Bourbaki. Quand je suis arrivé dans le bureau d'Harry Markowitz, il m'a dit, il était très content de me recevoir, et puis il me dit, je suis ce que je lis. Et pour qu'on fasse connaissance, vu que je suis ce que je lis, je vais t'emmener dans ma bibliothèque. Il m'a amené dans sa bibliothèque, et le premier bouquin qu'il m'a montré, c'est les éléments d'Euclide. Et le deuxième bouquin qu'il m'a montré, c'était Bourbaki. Donc je me suis dit vraiment c'est extraordinaire qu'il me montre Bourbaki comme étant son deuxième bouquin, quand moi, dans mon entreprise, je dis à tout le monde Bourbaki, 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 Bourbaki. Et Harry Markowitz, c'est quelqu'un qui a apporté énormément à la gestion d'actifs, et il a apporté en particulier la première définition théorique de la prime de risque des actions. Et il a dit, la prime de risque des actions, ça se définit comme la performance du portefeuille non diversifiable. En gros, tu as 2 moyens de fabriquer un portefeuille boursier sur cette planète. Il n'y en a pas 3. Le premier moyen, c'est de savoir ce qui est cher et ce qui n'est pas cher. Et le deuxième moyen, c'est de diversifier. Ok ? Si tu sais ce qui est cher et ce qui n'est pas cher, tu appartiens à une population qui, de manière très rigoureuse, s'appelle les spéculateurs. Un spéculateur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir. Le terme spéculer, ça provient du latin speculare. Speculare en latin, ça veut dire voir. C'est pour ça qu'on parle de spectateur ou de spéculateur. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir et qui va fabriquer un portefeuille qui est conforme à sa vision de l'avenir. Sa vision de l'avenir, c'est que ce titre va baisser, que ce titre va monter. Donc ce titre est cher et ce titre n'est pas cher. Et il va fabriquer un portefeuille qui va tirer avantage de cette vision. L'autre manière de créer un portefeuille sur cette planète, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher. Si tu ne sais pas ce qui est cher et ce qui n'est pas cher, que tu es un être rationnel et que néanmoins tu veux investir, il ne te reste plus qu'une seule chose à fabriquer, c'est le portefeuille non diversifiable, à savoir le portefeuille le plus diversifié. Et quelque part, effectivement, Harry Markowitz, à un moment donné, dans une petite vidéo que tu as vue sur le site de Tobam, il se dit, mais effectivement, je ne comprends pas qu'on ait tellement longtemps attendu avant de fabriquer ce portefeuille le plus diversifié. Ce portefeuille qui est effectivement sphérique. La sphère, c'est un peu cet objet qui ne privilégie aucune direction par rapport à l'autre. Le CAC 40, c'est un portefeuille qui ressemble plutôt à une bouteille. Le S&P 500 aussi, c'est une autre bouteille. À un moment donné, il va privilégier un certain axe de risque par rapport à un autre. Si au contraire, tu fabriques un portefeuille, tu essaies de ne privilégier aucun des axes. Tu vas fabriquer le portefeuille le plus diversifié, le portefeuille non diversifiable, le portefeuille qui est agnostique, le portefeuille qui ne sait pas qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher, le portefeuille que tu dois acheter si le marché est efficient. Rappelle-toi de ce que c'est qu'un marché efficient. Un marché efficient, c'est un marché imprévisible,
Pourquoi ? Parce que le prix reflète la totalité de l'information existante et la seule chose qui fait bouger le prix, c'est une information qui n'existe pas encore. Et là, du coup, ça, le portefeuille sphérique, donc qui ressemble à un disque, quel que soit l'angle par lequel on le regarde, qu'est-ce qu'il reflète ? Il reflète la performance moyenne de l'économie. Il reflète comment est-ce qu'on peut exprimer son reflet ? Il reflète ce que tu peux tirer du marché si tu n'as pas de capacité de prévision. Donc c'est dans sa globalité en fait. Voilà. On prend le meilleur comme le mauvais. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On prend un... C'est agnostique, un portefeuille sphérique. Alors, ce qui gouverne le comportement d'un portefeuille, c'est son exposition aux différents actifs. Imagine-toi que tu as un portefeuille boursier, puis je te pose 2 questions. La première question, c'est quelle est ton exposition et la variation du prix du baril de pétrole ? Tu ne vas pas me dire, j'ai pas de baril de pétrole dans mon portefeuille. Oui. Ce qui compte, c'est pas le poids. C'est la corrélation de ton portefeuille au prix du baril de pétrole. Si je te pose une deuxième question maintenant, qui est quelle est ton exposition à Toyota ? Tu ne dois surtout pas me répondre que tu as 2% de Toyota. Parce que si tu as 2% de Toyota et que le reste de ton portefeuille n'est pas corrélé à Toyota, tu es moins exposé que si tu n'avais que 1% de Toyota et puis le reste de ton portefeuille est très corrélé à Toyota. Ce qu'il faut regarder toujours dans son portefeuille, avant de regarder ton portefeuille, tu chausses tes lunettes de corrélation. Et une fois que tu as chaussé des lunettes de corrélation, tu peux examiner ton portefeuille. Et en fait, le portefeuille le plus diversifié, c'est une tentative de construire le portefeuille qui a exactement la même corrélation à tout. De manière à ce que tu ne puisses pas dire il est plus exposé à A qu'à Z. Il a la même corrélation à tout et il n'a pas de biais. Donc sur le long terme, est-ce que la performance du portefeuille sphérique est la même qu'un portefeuille indexé sur suffisamment de temps, sachant qu'un coup on se trompe, un coup on a tort, alors que le portefeuille sphérique il va y aller tout droit sans volatilité. Voilà. Alors la première vertu effectivement du portefeuille le plus diversifié, c'est de réduire le risque. Dans quasiment toutes les circonstances. La volatilité quoi. Il réduit la volatilité par rapport au portefeuille capipondéré. Maintenant, sur les cycles moyens ou longs, il va accroître la performance aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un portefeuille sans stratégie. Le portefeuille non sphérique, c'est un portefeuille où il n'y a pas de stratégie, c'est un portefeuille agnostique. Alors que le portefeuille capipondéré, chaque fois qu'un axe va surperformer les autres axes, le portefeuille capipondéré va accroître sa pondération vers cet axe. Et si tu regardes le CAC 40, quand c'est que le CAC 40 a maximisé son allocation à France Télécom, exactement le pire jour. Juste avant que ça pète. Voilà. Quand c'est qu'il a maximisé son poids à Total, le pire jour. Quand c'est qu'il a maximisé son poids aux financières, le pire jour. Quand c'est qu'il va maximiser son poids à LVMH, par construction, le pire jour. Et ça, c'est pas symétrique avec ce qu'il a gagné avant ? C'est pas symétrique parce que, effectivement, quand au début tu avais 2% de France Télécom, tu vas moins gagner que ce que tu vas perdre le jour où tu as 30% de France Télécom. On est français, et comme les Italiens, on connaît un domaine en particulier qui est le domaine de la mode. Et si tu es français, puis tu as compris effectivement ce que c'est que le luxe, tu comprends une seule chose, c'est que tu as plus intérêt à vendre ce qui est à la mode qu'à l'acheter. Bernard Arnault a la réputation sans doute justifiée d'être assez riche. Oui, je crois. Une aux dernières nouvelles. Une des méthodes qu'il a développées pour devenir aussi riche qu'il l'est, c'est de vendre ce qui est à la mode. Et on fait beaucoup plus d'argent en vendant ce qui est à la mode qu'en achetant ce qui est à la mode. Et l'indice capipondéré, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète ce qui est à la mode. Et plus un truc est à la mode, plus un truc est cher, que ce truc ce soit un secteur, que ce truc ce soit un style, que ce truc ce soit une valeur, plus un axe, plus un moteur de risque est cher, plus il va allouer à ce moteur de risque et systématiquement il va maximiser son allocation le pire jour.
Et du coup, ça veut dire que dans un monde en croissance économique, globalement, parce que aujourd'hui, je vois quelques difficultés sur le portefeuille sphérique. La première, déjà, c'est que pour être sphérique, il faut être exposé à tout. Et le problème, c'est qu'il y a des lois, des règlements, des conventions sociales, des je ne sais pas quoi, qui font qu'on va dire, ah bah non, il y a les sin stocks. Donc, je sais pas moi, la drogue, les flingues, la prostitution, enfin tout ça, on dit bah non, ça c'est pas bien, on n'en met pas. Alors que si on est agnostique, on devrait en avoir. Et puis il y a les énergies fossiles par exemple, où on dit ah bah non, c'est pas bien. Pour la peine, il y a un vrai jugement de valeur sur les énergies fossiles, à tort ou à raison, peu importe, c'est pas le sujet ici. Mais du coup, si on prend la sphère et qu'on commence à mettre des grands coups de marteau dedans à certains endroits, c'est plus une sphère, c'est. Si ça reste au mieux, une sphère, un ballon. Une sphère, c'est quoi? C'est une sphère, c'est une sphère dans un univers d'investissement donné. Une sphère, c'est pas un objet absolu. Une sphère, ça peut être un disque ou une sphère, si tu veux. Hein? Et en fait, cette sphère, tu vas la fabriquer dans un univers d'investissement donné. Ouais, donc ça consiste à dire, si c'est les énergies fossiles qui surperforment, vous ne pourrez pas m'en vouloir parce que vous m'avez dit de ne pas les mettre dedans, quoi. En gros, c'est ça. Tobam a été élu cette année boîte la plus durable de l'industrie de la gestion d'actifs. Ça fait 2 fois qu'on a cet award, cette récompense. On l'a eu en 2019, on l'a eu en 2022. Donc on est quelqu'un qui est extrêmement conscient. 60% des clients Tobam, c'est des très gros institutionnels publics. Des fonds de pension publics, des banques centrales ou des fonds souverains. D'accord, c'est 60% de nos clients. Ce sont des gens qui ont un horizon d'investissement extrêmement lointain. C'est pour ça que dès 2007, Tobam a développé une surcouche de durabilité à la manière dont on investit. Donc nous, effectivement, on ne travaille pas sur un univers qui est complet, effectivement, parce que d'abord, la plupart de nos clients, ils nous donnent des contraintes de gestion d'actifs. Ils vont nous dire, je veux des actions américaines. On va fabriquer une sphère dans l'univers des actions américaines. Puis nous, on va leur dire, écoutez, dans ces actions américaines, effectivement, la durabilité du modèle économique de certaines des actions nous paraît questionnable. La diversification, on va prendre les 40 actions du CAC 40. Puis à côté de ces 40 actions, je vais considérer cette chaise-là. C'est un actif, cette chaise. Je pourrais quelque part allouer un peu de capital à cette chaise. Non. Ce à travers quoi il faut diversifier, ce sont des candidats à la rémunération du risque. Tu ne vas pas essayer de diversifier parmi des actifs de manière complètement aveugle. Tu vas essayer d'abord de sélectionner des actifs qui rémunèrent, qui ont une chance de rémunérer le risque sur le long terme, et tu vas te diversifier au sein de ces actifs-là. Et si tu as des raisons de penser, que tu convainques tes clients, parce que tu ne décides pas complètement pour eux, que dans certains secteurs économiques, il y a des phénomènes qui sont complètement rationnels, qui font que le risque de ne pas être bien rémunéré, tu peux expliquer qu'effectivement, tu ne vas pas te diversifier dans un univers complet, mais dans un univers de titres sélectionnés. Et est-ce qu'il existe alors une ligne chez Tobam, le fonds mécréant qui ne croit en rien et qui n'a aucune morale au sens objectif du terme, en disant si vous voulez un portefeuille vraiment le plus sphérique qu'on existe, où il y a tout dedans, le meilleur comme le pire, il est là? Il y a des portefeuilles, si tu veux, qui ne font pas de distinction géographique et par classe d'actifs. On a décidé chez Tobam d'appliquer un filtre de développement durable à tous les portefeuilles qu'on gère, parce que il y a des axes de risque qui nous paraissent être véritablement condamnés sur le long terme. Et, c'est un jugement sur l'avenir, ça, c'est une prédiction? Oui, c'est une forme de prédiction, effectivement. C'est pas complètement agnostique de ce point de vue-là, mais bon, c'est un choix qu'on a fait très tôt chez Tobam et que je pense qu'on va maintenir. Ouais. Parce qu'en fait, ça nous amène à une question un peu plus philosophique, c'est-à-dire que la pureté des idées doit se négocier avec la convention sociale, en fait. On peut pas faire tout ce que intellectuellement on peut pas pousser les concepts trop loin non plus, quoi. On peut pas pousser l'agnostisme trop loin. Il y a quand même des hypothèses sous-jacentes. Acheter un portefeuille bien diversifié, c'est quand même postuler que le risque va être rémunéré quelque part.
Hein, donc, fabriquer un portefeuille agnostique, c'est raisonner avec l'information que tu as. Et si tu as une certaine information, tu dois en prendre compte, en tenir compte. Hein, je pense qu'effectivement, dans pas mal de pays, développer son business uniquement sur l'exploitation de mines de charbon, c'est difficile d'imaginer que ce soit très rentable sur le long terme. En tout cas, ce n'est pas la proposition de Tobam. La proposition de Tobam, c'est qu'il ne faut pas exclure le fossile, parce que ce serait vraiment hypocrite. Ça marche vachement bien en ce moment. Voilà, ce serait hypocrite. On a besoin aujourd'hui des carburants fossiles, on a besoin de les exploiter, on a besoin de les exploiter de manière efficiente, on a besoin d'énergie. L'énergie aujourd'hui, la seule énergie qui est présente en quantité suffisante pour l'humanité, c'est l'énergie fossile. D'accord ? Chez Tobam, on a choisi donc quelque part l'entreprise Tobam brûle du pétrole, donc on est bien obligé de le faire. On ne vient pas tout nu au boulot. Les fibres textiles qu'on utilise, elles ont une origine. Ce qu'on a décidé, c'est de compenser nos émissions de carbone. Donc à Tobam, tous les ans, il y a un auditeur externe qui vient calculer l'empreinte carbone de l'entreprise. Et tous les ans, on compense plus de 300% de nos émissions de carbone. Ça veut dire que paradoxalement, à Tobam, chaque fois qu'on prend l'avion, c'est bon pour la planète. D'accord ? Donc, on traite ce problème-là de cette manière-là. Après, ça nous semble à nous être assez satisfaisant. Et en plus, quand tu dis ça, je rigole, mais en fait, c'est pas drôle en soi parce que c'est vrai. C'est-à-dire que la seule façon dont on a réellement de s'en sortir sur les émissions de carbone, c'est pas forcément de se limiter comme des cochons en disant je fais plus rien. Mais c'est plutôt d'aller chercher ce qu'on a mis dans l'atmosphère pour le recoller sous terre. En fait. C'est en tout cas notre approche, effectivement. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc le vrai problème, c'est l'énergie, c'est pas le carbone. Parce que si on avait suffisamment d'énergie pour construire des usines à enfouir le carbone, on pourrait bien prendre l'avion tant qu'on veut. Puis l'énergie, on en a énormément en fait. Le soleil nous envoie de l'énergie en quantité énorme tous les ans, tous les jours. Pas toutes les nuits, mais tous les jours. Et effectivement, la photosynthèse, c'est les panneaux solaires les moins chers de la planète. Et quelque part, compter un peu sur la photosynthèse pour refixer une partie du carbone qu'on a relâché, ça me paraît être une idée qu'on n'a pas le droit moralement d'ignorer. Voilà. Je dis souvent, si vous voulez vraiment plus émettre de carbone, il va falloir que vous reteniez votre respiration. Et au bout de 5 minutes, vous n'émettrez plus de carbone. Voilà, c'est très durable en plus. Quelles sont les perspectives de Tobam pour les années qui viennent ? Tobam, notre vraie perspective, c'est de se diversifier. Donc on va se diversifier dans plusieurs directions. On va se diversifier au niveau de notre cible clientèle. Dans la stratégie de développement de Tobam, notre stratégie dès le début, ça a été d'essayer d'adresser les clients les plus exigeants du monde. Et ensuite, essayer de nouer des partenariats locaux pour mettre à la disposition du plus grand nombre notre savoir-faire. Donc c'est quelque chose... Très souvent à Tobam, on a commencé par faire les choses au Canada, pour pouvoir les faire à une échelle bien plus grande aux États-Unis derrière. Une des stratégies de Tobam au niveau de son développement géographique, ça a été ce que j'appelle l'abolition de la géographie. Donc dès le début, on a voulu être une boîte mondiale et être aussi proche de nos clients californiens qu'on est de nos clients français. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique, de ne pas... si tu veux, se contraindre à être d'abord un acteur domestique, puis un acteur européen, puis un acteur ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a atteint effectivement les 10 milliards de dollars sous gestion. Si on a été purement en France, ça aurait été plus difficile à accomplir. Donc on va continuer. Au début, on avait effectivement la quasi-totalité de nos encours qui étaient... des institutionnels publics. Maintenant, il n'y a plus que 60%. On a fait une belle percée au Canada vers le retail. Puis on espère continuer à nous diversifier vers le retail. On a diversifié notre offre aussi. Au début, on était purement actions monodevise. Puis après, on a appris à combiner
les actions internationales entre elles, puis on a appris à faire la même chose sur les obliges, puis ensuite on a investi le champ de la crypto. Notre destin, je crois, c'est de continuer à être diversifié et diversifiant pour nos clients. Une autre approche à laquelle on a réussi à être fidèle à Tobam, c'est d'être une entreprise entrepreneuriale. Tous les salariés de Tobam sont actionnaires. Quand tu rentres chez Tobam, tu as 8 mois de période d'essai. 8 mois. Ouais, 2 fois 4 mois. Et à la fin des 2 fois 4 mois, soit tu pars, soit tu deviens actionnaire. Donc ça, je crois que c'est une des valeurs fortes de Tobam qu'on va réussir à faire durer. Merci beaucoup Yves. Merci à toi.